Hello à tous et bienvenue sur A to Change. Pour ce nouvel épisode de notre hors-série estivale, on a essayé un nouveau format. Aujourd'hui, on reçoit plusieurs invités exaltés pour une table ronde. On a eu le plaisir de partager ce moment avec Jessica et Zineb, Change Manager exaltés et boosters du Cercle Change. On va discuter du rôle de Change Manager, bien sûr, mais aussi de la nécessité de s'adapter en permanence à son environnement et de l'importance de pouvoir s'inscrire dans une dynamique de groupe avec une équipe projet. Et puis en seconde partie, on recevra pour la première fois 2 consultantes exaltées et boosters elles aussi, mais cette fois du Cercle Projet. Pauline et Marion vont venir croiser leur expérience avec celle de nos Change Managers. On va discuter organisation de projet, soft skills et bien évidemment d'humain. Petit disclaimer avant de vous laisser avec nos invités. Cet épisode a été enregistré dans les locaux d'Exalt pendant un exaltant. Les exaltants, ce sont des journées de travail dédiées à notre montée en compétences. Vous entendrez donc en fond sonore des voix dans un micro et quelques applaudissements. Que vous soyez au bureau, dans les transports, à la plage ou à la montagne, c'est parti pour un nouvel épisode hors série. On espère qu'il vous plaira et nous vous souhaitons une bonne écoute. Chers auditeurs et chères auditrices d'A to Change, bienvenue sur ce nouvel épisode qui s'inscrit dans notre collection estivale de nos petites capsules. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisqu'on reçoit plusieurs invités et ES. On a l'honneur et le privilège d'avoir 2 consultantes de notre cabinet Exalt, Jessica et Zineb, qui sont aussi boosters du Cercle Change. Donc bienvenue les filles, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui autour de cette table et devant le micro d'A to Change. Bonjour Mariam, on est ravis d'être là. Je suis ravie de vous recevoir. Aujourd'hui, on va un peu discuter de la posture de Change Manager quand on est en mission au sein d'une entreprise et de ce que ça implique en termes de compétences et de soft skills. Et puis, on va voir comment en fait un Change Manager s'inscrit dans une dynamique de projet. Donc, on va avoir des invités surprises en deuxième partie de cet épisode capsule. Est-ce que, avant toute chose, les filles, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui. Donc, Jessica Cutaillard, je suis consultante en change management depuis à peu près 9 ans. Enfin, j'avais commencé dans la communication et j'ai dévié vers le change management qui est un peu plus large. Et je suis actuellement en mission dans une grande banque française pour accompagner justement un projet de transformation qui touche les DSI du groupe. Et une transformation plutôt digitale, mais également un aspect un peu processus sur différents périmètres et notamment tout ce qui est communication et formation. Zineb Zia, je suis également, comme vous l'aurez compris, consultante Change Manager depuis bientôt 3 ans. J'ai pu travailler en mission dans une maison de luxe lors de ma première mission et je suis actuellement dans un grand groupe d'assurance. Je travaille sur une mission de déploiement d'un outil de recrutement, donc Applicant Tracking System pour ceux qui connaissent. Et accessoirement aussi booster du Cercle Change avec Jessica depuis 6 mois maintenant. Qu'est-ce que c'est que booster d'un Cercle Change ? Booster du Cercle Change, c'est responsable, même si je n'aime pas vraiment ce mot-là, responsable d'une communauté de consultants Change. Donc on est un peu garant de leur montée en compétences sur une durée d'1 an renouvelable. Donc avec Jessica, on a la chance d'avoir un petit groupe de consultants. On a la possibilité de co-construire des initiatives ensemble, des projets qu'on construit, on les voit naître également. Donc ça, c'est l'un des aspects les plus satisfaisants de notre métier aujourd'hui. Du coup, vous êtes, comme on l'aura compris, pas junior, donc c'est pas votre première mission, c'est pas la première fois que vous faites du change chez un client. Donc vous avez avant travaillé en tant que change manager dans différentes entreprises, donc avec des enjeux différents sur des projets différents, que ce soit structurels, des changements structurels ou digitaux, de transformation digitale. Est-ce que quand on est change manager,
qu'on est confirmé et que ça fait un moment qu'on fait ce métier-là, est-ce que c'est acquis entre guillemets, sachant que rien n'est acquis, mais est-ce que vous devez à chaque fois vous réadapter, revoir des process, réapprendre une méthodologie particulière en fonction des clients chez qui vous êtes? Dans le cadre de ma première mission, avec ma manager, nous avons accompagné les collaborateurs dans le déploiement de certains outils collaboratifs, notamment Teams, Outlook et Zoom. Les enjeux n'étaient pas du tout les mêmes que ceux de ma mission actuelle. Donc aujourd'hui, c'est plus, en tant que change manager, on est plus en contact avec le métier, étant donné que l'outil, le nouvel outil a été revu, donc les process également ont totalement changé, et cette refonte de process, donc c'est une partie du change qu'il a construite avec les métiers également. Donc ça aussi, c'est l'un des aspects, ça peut être une mission que peut avoir un change manager qui est aussi un peu mise de côté aujourd'hui, et voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est vrai que quand on arrive en mission, même si on peut se dire que c'est encore, par exemple, un projet de transformation digitale, ce n'est jamais la même chose. Déjà, quand on arrive à un stade du projet qui n'est jamais le même selon la mission. On arrive dans une organisation où il faut apprendre à comprendre comment elle fonctionne, parce que finalement, émettre une stratégie de conduite du changement et la mettre en œuvre, on s'adapte à l'entreprise, à ce que, par exemple, les collaborateurs attendent, à ce que le client attend, comment l'entreprise fonctionne, via quels canaux, via quel système aussi. Des fois, on peut avoir des missions où c'est assez politique. Donc, on doit toujours s'adapter à ça. Et en plus de cela, on doit apprendre le métier des collaborateurs qu'on doit accompagner pour bien comprendre ce qu'ils font et les impacts du changement. Donc, on doit apprendre un métier, une organisation et un nouvel outil dans le cadre d'une transformation digitale. Et ce n'est jamais le même, en fait. On a rarement une mission où on a déjà utilisé cet outil de métier. Donc, on doit toujours apprendre ça de manière autonome quand même, en début de mission. Donc, notre force, c'est d'aller justement un peu à la pêche des informations, voir qui peut nous faire monter en compétence là-dessus pour pouvoir bien faire un peu notre travail sur ça. Et puis, ce que je peux remarquer également, c'est que dans le change, malheureusement, c'est aussi des fois un mot fourre-tout. Les clients vont avoir une vision selon leur projet de ce qu'ils attendent en termes de change. Donc des fois, on peut avoir des missions où on est appelé qu'à la fin, malheureusement, même si on essaie d'acculturer un peu aussi les clients là-dessus, où il faut qu'on soit normalement intégré dès le début du projet, mais on peut intervenir à la fin pour tout ce qui est par exemple animation des formations, etc. Mais en fait, ce n'est qu'une petite partie. Comme toi, tu disais, Zineb, des fois, on peut être amené à concevoir tous les processus. On peut être amené à concevoir des parcours dans des outils, accompagner les métiers, coordonner ça avec les équipes techniques. On peut être amené à faire des stratégies de déploiement. Et après, tout ce qui est communication, formation, etc. Et selon le domaine, moi, j'ai pu aussi intervenir sur des projets où, par exemple, c'était des choses qui n'étaient pas forcément en lien avec une transformation digitale. C'était par exemple l'accompagnement vers une transformation liée à une nouvelle réglementation, où là il fallait changer des pratiques, faire en sorte de respecter la nouvelle réglementation. Donc il fallait accompagner le service métier là-dessus. Et des fois on peut avoir aussi des missions où ça va être par exemple un changement dans le sens où une nouvelle offre de formation à construire par exemple. Et là on va être, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, on va être très axé aussi chef de projet, pilotage, coordonner tout ça pour amener vers cette transformation-là. Alors vous en avez parlé de la capacité d'adaptation dont on doit faire preuve quand on est déjà un consultant et change manager, la versatilité, puisqu'au final il faut tout apprendre tout le temps, donc on n'est jamais vraiment dans une zone de confort. Comment vous faites, vous, c'est quoi est-ce que vous avez des astuces déjà, et comment vous faites, vers qui vous vous tournez quand vous arrivez dans une mission pour justement assurer votre montée en compétences, puisque souvent on attend d'un consultant qui soit à l'aise et efficace assez rapidement. Qu'est-ce que vous faites vous, si vous avez des conseils à donner à nos auditeurs, auditrices, aux consultants qui arrivent dans ce domaine-là? Comment on fait pour s'assurer une bonne montée en compétences, être à l'aise, à qui on s'adresse
Ça fait beaucoup de questions, mais comme ça, vous nous donnez tous les éléments. On donne des astuces ici sur A2Change. Alors, à qui on s'adresse? C'est vrai que des fois, lorsqu'on est parachuté, entre guillemets, sur une mission où il y a un petit historique, je pense notamment à la mission sur laquelle je suis actuellement, donc l'outil de recrutement a déjà un petit historique, il a été déployé pour gérer la partie mobilité et le recrutement externe, et là, en fait, c'est une montée, c'est une nouvelle version, une version 2.0 qui va être déployée très prochainement, et donc j'ai eu la chance d'accompagner les équipes. Donc je sais à quoi ils s'attendent, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et donc en fait, en fonction de mon propre retour d'expérience, ma posture ne sera pas la même. Elle va complètement changer et en fait c'est une des chances que j'ai eues, contrairement à ma première mission qui s'est pas du tout passée de la même manière, étant donné qu'on a commencé d'une page blanche, donc on a dû aller vers les métiers, connaître exactement leurs besoins. En fait, je pense que le plus important, c'est de savoir à quoi s'attendent les personnes qui vont être le plus impactées par le projet. Quelle est ma population, quelle est la population ma ou mes populations que je vais accompagner demain, et en fait essayer de relever un peu les résistances, les identifier pour pouvoir être en guillemets armé. On part pas à la guerre, mais on essaie de mettre en place certains outils, des astuces, des petits tips assez pratiques. Je pense qu'on est plutôt habitué à ça, aux résistances au changement. Mais comment excuse-moi de te couper, mais je te laisserai continuer après, mais c'est pour pas perdre le fil de ce que tu viens de dire. Comment tu fais du coup pour comprendre ta cible? Est-ce que tu parles à l'équipe qui travaille avec toi sur le projet en disant où est-ce qu'on en est, quelle est ma population, ou est-ce que tu vas directement sur le champ de bataille, puisque tu parlais de guerre, pour aller voir directement les soldats qui sont au front et qui vont eux devoir tous les jours appliquer en fait le nouveau changement que toi tu vas installer? Lorsqu'on demande l'avis de l'équipe projet, que ce soit le PM ou les autres personnes, les parties prenantes de mon projet, on peut avoir des échos totalement différents. Ça peut être perturbant pour un change manager. Donc le plus intéressant, c'est d'aller vraiment à la source, confronter nos soldats et aller directement, soit en faisant des vies ma vie par exemple, voir en fait, je reprends l'exemple de mon projet actuel, comment ils utilisent l'outil actuellement, quels sont les irritants, etc. Prendre un peu la température pour pouvoir nous savoir à quoi on s'attend demain. Ok, donc ça se passe comment? C'est des interviews, c'est des questionnaires qu'on fait passer en termes de méthodologie. Quels sont les outils en fait pour aller justement à la pêche aux infos de notre end users finalement? Tu peux avoir un panel d'outils, donc tout dépend de ce que tu as pu connaître avant, ce qu'on a pu t'apprendre, etc. Souvent, ce que tu dis, les vies ma vie, c'est un peu l'idée de faire des interviews avec les cibles. Moi, j'ai déjà eu le cas en mission où l'équipe projet ne voulait pas, par exemple, qu'on aille voir les utilisateurs impactés. Donc, c'est aussi à nous d'essayer un peu d'imposer une méthodologie imposer de manière à faire comprendre que c'est nécessaire de faire toute une analyse comme ça pour pouvoir bien émettre une stratégie derrière. Et les interviews, ça peut aussi prendre la forme, par exemple, de focus group. Une fois, j'ai pu mettre en place ça en essayant de... Qu'est-ce que c'est qu'un focus group? Un focus group, alors à la base, le mot vient du marketing. Je ne sais pas si vous avez vu des fois dans des films où on fait des groupes d'utilisateurs pour leur demander des avis sur des produits. Voilà. Donc là, c'était un dérivé de ça. C'était pour accompagner une entreprise dans le changement d'outils de réservation de voyage pour les collaborateurs et de notes de frais. Donc en fait, on avait pu établir différents profils selon les données qu'on récupérait de l'outil en disant on peut prendre un échantillon par exemple de voyageurs occasionnels, de voyageurs fréquents, et on a essayé de trouver des volontaires pour les faire participer à ces focus group, et ça nous a servi justement pour mieux comprendre ce dont ils avaient besoin, comment ils fonctionnaient avant, et on a pu également leur montrer en avant-première le nouvel outil.
Et typiquement, ça nous a aidé à identifier un frein qu'on n'avait pas du tout vu avant. Pour résumer rapidement, c'était justement pour faire les notes de frais à l'époque. J'ai l'air vieille comme ça, mais à l'époque, c'était une révolution puisqu'on voulait mettre un outil où on pouvait faire les notes de frais via le mobile et prendre en photo les justificatifs. Et on voulait vraiment axer la com sur ça en disant que c'était un super avantage, etc. Et en fait, lors de ces focus group, tout le monde nous a dit non mais c'est pas possible, moi je vais pas passer un temps fou à prendre en photo tous mes tickets de métro, et donc c'était un véritable frein, et ce qui nous a permis justement de réorienter à la fois le discours de communication, mais aussi en fait avant le lancement du produit, de trouver une solution pour les aider dans cet usage. Donc notamment bien pousser l'application mobile, bien pousser aussi d'autres pratiques, c'est-à-dire les inciter à faire tout ça au fil de l'eau, dans le train justement quand ils voyagent, prendre en photo le justificatif et faire une ligne à la fois, et le temps que les usages s'installent, parce que maintenant quand on en parle, je pense que tout le monde aime ça, prendre directement en photo et envoyer le justificatif, oui, mais au tout début, c'était pas dans les habitudes, ouais. Et voilà. Donc il peut y avoir des interviews, des focus group, on peut avoir différents ateliers aussi qu'on peut faire avec donc soit l'équipe projet, soit différentes parties prenantes. Je pense que toi c'est ton cas, mais moi je l'ai pas eu dans toutes les missions où des fois on arrive dans des organisations où on va être plongé tout à coup dans une organisation en agile. Donc là il faut savoir déjà comprendre cette organisation et s'adresser aux bonnes personnes. Donc par exemple faire des interviews des PO, des BA, parce que eux ils vont avoir leur vision, dans le cadre d'une transformation digitale, mais ils vont avoir leur vision sur l'outil, nous donner quelques avantages que l'équipe projet par exemple n'a pas vu encore et ne souhaite pas peut-être en parler dès le début. Dans ma mission par exemple c'était construit tout en réseau parce que le périmètre est très grand, worldwide, donc on a des correspondants dans chaque entité, donc pareil, essayer de recueillir un peu leur feedback avec des trames de questions assez similaires, voilà. Il peut y avoir toute forme et on peut en inventer à chaque fois. Tout dépend là aussi de la situation, de la mission, on s'adapte. On revient à la capacité d'adaptation et à proposer des outils ou des manières de faire pour arriver à une solution. C'est ça. Et du coup, parce que tu parlais de l'équipe projet qui est des fois un peu réticente au fait d'aller directement parler aux end-users et tout ça. Comment ça gère ça? Un change manager, il s'inscrit quand même dans une dynamique de projet et comme vous le disiez tout à l'heure, je crois que c'est toi Jessica, tu disais que quand on est change manager, on n'arrive pas toujours à la même période d'un projet, donc on peut arriver en mode projet, on peut arriver en run, on peut arriver au déploiement, etc. Comment on fait justement pour s'inscrire et pour s'adapter en fait et aller go with the flow comme diraient nos amis d'outre-Atlantique quand on arrive sur un projet avec l'équipe projet, donc à qui on s'adresse et comment on travaille en fait avec les chefs de projet finalement. Alors tu es toujours obligé de faire des compromis, c'est-à-dire que tu vas aller dans le sens aussi de l'organisation du système dans lequel tu t'inscris, donc répondre à leurs attentes. Donc si par exemple l'équipe projet souhaite que tu puisses interviewer que quelques personnes, peut-être que le reste tu pourras le faire plus tard au fur et à mesure du projet, peu importe. Mais je pense qu'il faut peut-être un petit tips pour les consultants, c'est qu'il faut être aussi confiant par rapport à la méthodologie qu'on apprend à maîtriser au fur et à mesure. On sait que dans tous les cas, pour émettre une bonne stratégie, on est obligé quand même de faire une analyse d'impact, de voir quelles sont nos cibles, peu importe les moyens qu'on utilise et qu'on peut utiliser sur place. Et l'astuce, c'est d'essayer de le faire tant bien que mal sans entraver le système, etc., pour pouvoir faire notre métier correctement. En tout cas, ce qui est... J'ai perdu le fil, c'est ce que je voulais dire. Ça, c'est quand on a une expertise de fou et qu'on a plein de choses à partager sur AtwoChange. On parlait de s'inscrire dans le projet, comment on fait pour travailler avec l'équipe projet, le chef de projet, quand eux sont déjà en place et que nous on arrive à des phases différentes. Et oui, c'est exactement. Ce que je voulais dire, c'est que, je voulais donner l'exemple de ma mission actuelle, où dès que j'étais arrivée, on m'a dit, dans quelques jours, il y a un co-sponsor et il faut déjà la stratégie de com et de formation.
Et nous, en tant que change, on sait que c'est pas possible. Alors, je dis pas que c'est pas possible de le faire, mais correctement, il faut qu'on fasse une analyse, une montée en compétences, sinon la stratégie, elle tiendra pas debout. Donc, même si, par exemple, c'est pas des livrables que le client nous demande, il faut essayer de le faire pour soi-même, pour pouvoir bien travailler et mettre une bonne stratégie, pouvoir la mettre en œuvre correctement, parce que des fois on peut avoir de super idées en disant qu'on va faire ci, ça en com, en formation ou en autre type d'accompagnement, et on s'aperçoit qu'en fait l'entreprise ne fonctionne pas comme ça, ils n'ont pas du tout les canaux, les outils pour, donc on est obligé de passer par là. Donc on essaie tant bien que mal, tout en respectant la lignée du projet. Et on a de la chance de travailler dans des environnements assez agiles. Donc même par exemple en post-formation, si on voit qu'il y a quelques loupés, en tant que consultant change, on a la possibilité de rebondir derrière en proposant des solutions alternatives, des systèmes d'assistance post-déploiement à la population formée. Et donc ça aussi, c'est l'un des avantages de travailler un peu en mode agile. Et après, on adapte en fonction des retours qu'on a eus à chaud, d'où l'importance de aussi rester à l'écoute des populations formées et impactées par le changement pour savoir si ce qu'on a pu mettre en place ça leur a plu, s'il faut qu'on adapte, etc. Donc nous, en tant que change, il faut qu'on soit force de proposition et qu'on s'adapte tout de suite après pour pas que le bateau coule. Pour qu'il continue de naviguer vers sa destination. Ça tombe super bien qu'on parle d'adaptabilité, du fait d'être versatile et du fait que le change manager travaille au sein d'une équipe projet. C'est ce que je disais en début là, d'épisode, qu'aujourd'hui c'est un peu particulier parce qu'on a plusieurs invités et justement on va recevoir des consultantes exaltées qui elles sont chefs de projet chez des clients. Comme ça, on va pouvoir échanger justement autour de la problématique, ce qui n'est pas vraiment une problématique, mais du constat qu'en tant que change manager, on travaille avec les chefs de projet et que s'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de change, et que s'il n'y a pas de change, un projet, il y a de grandes chances qu'il n'aboutisse pas. Donc restez là 2 minutes, je vais aller les chercher. Alors comme je disais, il y a 2 minutes, format particulier, plusieurs invités, métiers qui se parlent et qui travaillent ensemble, les change managers et les chefs de projet. On a l'honneur et le privilège d'accueillir sur cet épisode d'A2 Change Pauline et Marion qui sont boosters du cercle projet chez Exalt. Hello les filles, merci beaucoup d'être là. Merci de nous inviter. Merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. Est-ce que d'abord vous pouvez vous présenter en quelques mots, donc qui vous êtes, ce que vous faites? Donc moi je m'appelle Pauline, je suis arrivée chez Exalt fin 2019, ça va bientôt faire 3 ans, et j'ai directement été en mission chez BNP Paribas Personal Finance sur une mission PMO Finance, donc à la direction finance pour l'IT. Voilà, donc j'ai fait cette mission pendant 2 ans et là depuis 3 mois je suis chez BNP Paribas ITG, donc l'IT du groupe, toujours en mission PMO Finance. Alors avant j'étais en PMO en support au directeur financier de l'IT de BNP Paribas PF, et là attention, je suis en support au directeur financier tout court de l'IT du groupe. Donc ça, le périmètre c'était vraiment il est passé CFO quoi, donc du coup le périmètre a explosé et voilà, donc c'est vraiment toutes les problématiques de pilotage budgétaire, de suivi et pas mal d'ingénierie financière aussi carrément, où trouver des solutions, trouver des modèles, les allocations, la relation client. Voilà, toutes ces problématiques-là. Et avant, j'étais PMO aussi pendant 1 an dans une autre entreprise. Une love de la gestion de projet. C'est ça. Du coup, Marion, moi je suis aussi arrivée en décembre 2019 à Exalt et depuis cette date-là, je suis en mission à Personal Finance aussi, mais plutôt côté gouvernance. Donc à la base, pour beaucoup travailler sur du reporting au niveau de toute la DSI de PF, donc Personal Finance IT, donc à l'international majoritairement. Et par la suite, j'ai pu mettre en place quelques projets sur toutes les entités internationales de l'IT, que ce soit des projets de service catalogue, d'autres projets de reporting. Voilà. Et je suis toujours sur la mission au bout de 2 ans et demi. donc c'est plutôt cool.
Super. On parlait juste avant que vous arriviez de l'importance en fait pour un change manager de s'adapter non seulement à son end user mais aussi à l'équipe projet. Quand je dis s'adapter, c'est travailler ensemble, comment on s'inscrit dans une dynamique de projet quand on est change manager, parce qu'on n'arrive pas toujours à la même phase d'un projet sur les missions, et donc on doit travailler avec des chefs de projet, et les chefs de projet doivent travailler avec les change managers. Comment vous aujourd'hui ça s'inscrit votre relation avec le change quand on est PMO? Enfin, pour ma part, je pense qu'en fait quand on est PMO, on peut aussi change manager, enfin on peut aussi avoir des tâches de change et du coup travailler assez facilement avec des change managers, parce que le PMO il va être un peu transverse, il va faire beaucoup de liens, il va faire beaucoup d'organisationnel et du coup c'est un bon outil, le PMO, je pense, pour faire du change, parce qu'il est proche des équipes projets. Donc là je vais parler plus du PMO que du chef de projet du coup, mais vraiment pour la partie PMO je pense que c'est intéressant, et puis je pense que dans les missions de PMO on a du change, on en parlait encore aussi ce matin en atelier au cercle projet. Donc je pense que c'est des rôles qui sont très très liés, et je pense qu'on peut faire un peu de change aussi en tant que PMO. Totalement. Ouais, moi, je pense notamment, surtout au côté humain. J'ai eu pas mal d'expériences de change quand même dans mon expérience chez BNP, et c'était notamment soit des changements d'entité, donc par exemple un transfert de tout un département qui est parti dans une autre entité du groupe, et là moi j'étais là pour faire le pricing, mais en fait ça c'est totalement, pour pouvoir faire bien le pricing, j'ai dû vraiment comprendre totalement tout ce qui se passait, et j'ai bien pu voir les problématiques qu'il y avait, et notamment humaines. Pour moi c'est vraiment tout ce qui est interaction. Alors le côté opérationnel, j'ai envie de dire, il se fait obligatoirement, donc dans tous les cas on a une date, et à partir de cette date là ça va devenir comme ça, donc dans tous les cas ça va se faire, mais c'est vraiment gérer les équipes et les impliquer. Ce qui m'avait le plus frappé entre guillemets, c'est que j'avais été au courant du projet très en avance, parce que fallait faire des études d'impact, des business cases, et on avait signé une clause de confidentialité, donc en fait il fallait pas en parler, et moi je me disais en fait dans 6 mois on va proposer à 100 personnes de changer de ville, de changer de travail. Ça m'avait un peu, depuis j'y pense un peu moins, mais sur le moment, même si c'est toujours une réalité, c'est ce côté impliquer. Pour moi il faudrait plus impliquer les opérationnels qui sont parfois en fait au courant très tard, pour leur faire comprendre pourquoi on fait ça, comment on le fait, en quoi ça va servir à, même si c'est souvent des problématiques financières, donc en fait c'est compliqué de le dire gentiment, et ou du moins après c'est les problématiques de l'entreprise, c'est le business, donc c'est comme ça, mais c'est essayer de rendre un peu un côté humain à une transformation. Après moi j'ai vu que des transformations à très grande échelle, donc je me dis peut-être qu'il y a des fois des changements qui sont moins orientés business, et dans ce cas c'est plus facile d'expliquer pourquoi on fait ça, et d'impliquer les gens, mais pour un côté à très grosse échelle. Du coup vous parlez de compréhension. Donc c'est ce qu'on disait avec Jessica et Zineb juste avant que vous arriviez, que on doit comprendre l'environnement dans lequel on vit, les enjeux aussi du projet, et on doit comprendre pourquoi on le fait. Donc il y a une recherche de sens pour pouvoir bien faire son métier, donc qu'on soit PMO ou change, et une dimension humaine. De ce que vous me dites, donc l'humain, Zineb et Jessica, c'est quelque chose qui résonne en tant que change manager, ou pas du tout, même si je connais déjà. Oui, on dit souvent l'humain est au cœur de tout projet de changement. C'est vrai, c'est pas facile à faire. Et même quand on s'inscrit dans une équipe projet, on doit, nous aussi, en tant que change manager, coordonner plusieurs choses avec plusieurs personnes, essayer de mettre plusieurs personnes autour de la table sur un projet, un sujet. Et c'est pas facile, parce qu'on s'aperçoit que tout le monde a des enjeux un peu différents. Et on doit toujours s'adapter à l'humain. Donc déjà au sein de l'équipe projet dans laquelle on s'intègre. Et après l'humain, forcément, c'est tout c'est un axe
principal dans notre stratégie forcément d'accompagnement, puisque c'est ces humains avant tout qu'on doit accompagner. Et des fois, quand le périmètre est hyper large, c'est difficile. On ne peut pas juste résumer nos utilisateurs en un bloc d'humains qui fonctionnent de la même façon. Tout le monde est un peu différent, avec des enjeux personnels, pro différents. Donc voilà, c'est complexe. Si on se concentre un peu du coup sur l'humain, mais au sein d'une équipe projet, Marion et Pauline, est-ce que vous êtes en contact, vous avez été en contact avec les change managers d'un de vos projets? Comment ça se passe, les relations en fait entre le change et la partie coordination globale d'une transition? J'ai pas été en contact avec quelqu'un qui était nommé change manager. Par contre, si j'essaie de faire un petit parallèle, il y avait toujours quelqu'un qui était responsable du... En fait, ça s'appelait presque un projet de changement. Mais je pense que c'est ce à quoi ça s'assimile le plus. Et du coup, pour répondre à la question, je pense que des fois, cette personne-là, alors soit elle fait ça tout le temps, et du coup, il faut qu'elle se mette à la place des gens, il faut qu'elle comprenne bien ce que font les gens, et ça, il n'y a pas toujours le temps aussi. Enfin, c'est pas toujours la faute de tout le monde, hein, mais des fois, on jette la pierre à cette personne-là, alors qu'en fait, elle fait juste son travail. Mm-hmm. Mais c'est vrai que les gens deviennent vite des chiffres. Ouais. Vous avez parlé à combien de personnes, vous en êtes à combien pour les chiffres, vous avez le temps, est-ce que la météo est en soleil, c'est à la fois inhumain et en même temps nécessaire. Donc, moi j'avoue que j'ai pas d'expérience à partager là sur spécifiquement un change manager dans un projet, j'ai pas plus d'infos là-dessus. En termes de soft skills, si on s'écarte un peu de typiquement qu'est-ce que c'est PMO, change manager et tout, parce que vous parlez toutes les quatre d'humain, de compréhension, etc. Si je vous parle de soft skills dans un projet et en fonction de vos positions, qu'est-ce que vous avez pu développer vous en tant que consultant? Racontez-moi un peu votre développement soft skillaire. Je pense que ce qu'on fait avec le cercle projet commence à m'aider aussi sur la mission, parce que du coup l'animation de communauté c'est pas forcément quelque chose que je faisais dans ma mission, j'avais pas l'habitude de faire avant, et là du coup j'ai pris des tâches en plus dans ma mission qui sont liées à de l'animation de communauté. Donc ce qu'on fait au cercle projet du coup nous aide aussi avec la mise en place d'ateliers, comment fédérer, comment expliquer, réexpliquer, parce que parfois la patience, ça c'est un soft skill que je peux améliorer, c'est la patience de réexpliquer et expliquer, et oui, je pense que la communication et apprendre à fédérer, c'est hyper important. Et moi ce que je trouve important aussi, c'est de réussir alors je ne saurais pas si c'est un vrai nom, mais de réussir à s'adapter à son public, c'est-à-dire d'avoir le bon niveau de discours en fonction de la personne qu'on a en face de soi. C'est un soft skill que je trouve intéressant et important, en tout cas de côté projet et PMO, mais je pense aussi côté change quand je vous vois acquiescer. Je pense que c'est quelque chose qu'on travaille tous un peu tous les jours, mais pour moi c'est un truc le plus important. Et donc du coup, ça là, la communauté fédérée, c'est des choses qui se sont développées grâce aussi à ton rôle de booster? Je pense que oui, parce que on a pris ce rôle-là, le cercle n'existait pas, donc on a construit, on s'est un peu dépatouillé avec des gens au final qui nous connaissaient pas forcément, même si on est un peu ancienne maintenant, mais qui ne connaissaient pas forcément. Donc s'affirmer, se présenter, avoir l'ouverture et pour créer cette communauté et que les gens après se parlent entre eux, c'est là où on sait qu'on a réussi, c'est qu'ils viennent pas nous voir nous, mais qu'ils arrivent à s'aider entre pairs, c'est intéressant. Et je le vois dans ma mission avec les communautés internationales, on arrive aujourd'hui à faire parler l'Espagne avec l'Afrique du Sud pour des problématiques similaires. Donc c'est des choses qui sont assez intéressantes, et je pense que oui, j'ai appris ça j'ai développé ça au cercle projet puis en mission. Trop bien. Donc être booster exalté permet aussi de développer des soft skills qui aident tous les jours dans l'émission. Est-ce que Zineb, le fait d'être booster, t'as pu mettre en place, utiliser des soft skills que tu avais déjà acquises en mission pour ton rôle de booster, et tu as appris des choses en tant que booster que toi tu peux réutiliser en mission? C'est vrai qu'être booster, c'est aider les gens, les consultants change managers à monter en compétence sur certains sujets, mais c'est aussi monter en compétence et apprendre de nouvelles choses. Moi, par exemple,
l'une des choses dans laquelle je souhaite être plus à l'aise, c'est dans tout ce qui est animation d'atelier. C'est vrai qu'on est amené à faire des formations, mais c'est vrai que quand c'est plus tourné outils, on sait déjà, on connaît très bien notre pitch, etc. Mais là, vu qu'on connaît pas forcément tout le monde, donc en fait, il faut qu'on apporte une plus-value à nos consultants, qu'on soit à l'aise dans la partie animation. Et c'est aussi l'un des aspects, l'une des choses qui peut faire qui peut nous aider à être plus à l'aise en mission en tant que change manager. Donc oui, les deux rôles sont complémentaires. Enfin, le rôle de booster est complémentaire à ma mission aujourd'hui. Trop bien. On est actuellement auditeurs et auditrices d'A2Change. On est actuellement dans un temps qui s'appelle Exaltant. Ce sont des journées qui sont réservées à nous, consultants, pour notre montée en compétences sur nos métiers. Et Pauline et Marion, qui sont donc, comme je l'ai dit, boosters du cercle projet, ont un atelier à animer dans quelques minutes. Donc je ne vais pas les retenir plus longtemps. Merci beaucoup d'avoir partagé le micro d'A2Change. On est vraiment hyper contente de vous avoir eu. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin avant de nous quitter? Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose? N'importe quoi, une lumière du jour. Merci de nous avoir... Avec plaisir. Non, mais merci de nous avoir invités. Et puis peut-être pour une prochaine, un autre sujet qu'on pourra étudier ensemble pour un prochain podcast. On aura plus de temps pour creuser, mais parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant de se rendre compte, notamment entre projet et change, mais vraiment en particulier, mais de voir tous les croisements qu'il y a entre tous les cercles, c'est vraiment... on essaie de l'exploiter via notamment les soft skills, mais en fait même dans les techniques, dans les skills techniques, il y a vraiment plein de trucs qui se croisent, donc vraiment ça serait intéressant d'en parler. Et c'était un peu le but aussi de cette première approche, de cette intro pour cet épisode, c'est de montrer qu'en fait, même si on n'a pas le même métier, on a la même passion, qu'il y a des ponts à faire entre PMO et change, voilà, ça se recoupe et finalement on peut apprendre les uns des autres même si on ne fait pas le même métier. Donc c'était aussi le but. Merci beaucoup les filles d'être venues. On se dit à très vite et puis bon atelier du coup. Merci. Cet épisode touche déjà à sa fin puisque comme je le disais il y a quelques instants, on est sur un exaltant, donc on a tous des ateliers à aller animer ou à suivre. Merci beaucoup Zineb et Jessica, boosters du cercle Change et consultantes exaltées, d'être venues nous partager votre expérience, d'être venues discuter avec nous sur A2Change. Merci à toi Mariam de nous avoir conviés. On est prête à réitérer l'exercice pour aller plus en profondeur sur certains sujets. Trop cool, ce sera avec grand plaisir et on va se préparer ça. Merci beaucoup les filles. Merci, c'était à très bientôt. très sympa. Un plaisir partagé, vraiment. Salut. C'est la fin de cet épisode hors série. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, c'est comme d'habitude. N'hésitez pas à lui mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et de nous laisser un petit commentaire, de le partager ou d'en parler autour de vous. Vos retours nous permettent de continuer à créer du contenu et de faire vivre A2Change. C'était Mariam, je vous dis un grand merci pour votre écoute et vous dis à très vite pour un nouvel épisode hors série.